Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ravi de vous retrouver, même si la circonstance qui nous réunit encore ce soir autour de l'affaire Vincent Lambert est particulièrement douloureuse pour chacun d'entre nous, mais les nouvelles, évidemment, vont bon train. Donc, il nous est évidemment imposé, par loyauté à l'égard de Vincent et de ses parents, de vous informer, sachant que sur les médias mainstream, évidemment, le mensonge règne et que par ailleurs, sur les différents médias du net, l'information n'est pas réellement faite. C'est la raison pour laquelle, avec Romane, nous tentons toujours d'être en situation de pouvoir vous transmettre les informations qui nous parviennent à nous-mêmes. Ce soir, en ma compagnie, Véronique Lévy que vous connaissez, vous l'avez vue comme participante et partenaire de la convergence vitale qui a eu lieu à Lyon donc le 22 juin. Elle a également été en live avec moi quelques jours auparavant pour annoncer cette convergence vitale que nous avons donc annoncée toutes les deux. Et ce soir, elle est de retour à mes côtés pour faire le point et pour nous dire où nous en sommes aujourd'hui dans cette affaire dramatique qui concerne pas seulement la famille Lambert, évidemment, pas seulement Vincent Lambert, mais aussi toute la France, puisqu'il est question, au travers de ce dossier, si on devait exprimer les choses de cette façon, de finalement mettre en place une jurisprudence qui va évidemment conduire à la généralisation des mises à mort à l'intérieur des milieux hospitaliers lorsque, pour une raison ou une autre, vous vous y retrouverez coincé, c'est le moins qu'on puisse dire, et dès lors, vous risquerez vous-même de vous retrouver dans la même situation dans laquelle se trouve aujourd'hui Vincent Lambert. Véronique Lévy, certains d'entre vous la connaissent, certains d'entre vous savent que c'est la sœur de Bernard-Henri Lévy. Moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est que c'est quelqu'un qui est une femme courageuse, c'est une femme qui est écrivain, c'est une femme qui est engagée. Elle a été, il faut le savoir, baptisée le 7 avril 2012. C'est donc, je dirais, une grande catholique, une vraie catholique, une combattante. C'est la raison pour laquelle elle est invitée ce soir et que nous continuons ensemble de venir vous adresser notre, comment dirais-je, point de vue, notre regard sur la situation. Je voudrais aussi également saluer Saber Solo, puisque ce soir, il est en multidiffusion, c'est-à-dire que vous avez accès à ce live non seulement sur ma chaîne YouTube Farida Belgoul, également sur mon Facebook, mais du coup, Saber Solo a bien voulu ce soir partager notre live sur sa chaîne et je le salue, je le remercie. Je salue tous ceux qui sont présents sur mon chat, tous ceux qui sont également présents sur le chat de Saber Solo. Véronique Lévy, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bon, oui, très bien, on Voilà. vous entend très bien. Donc, Véronique, vous êtes de toutes les minutes auprès de Vincent Lambert par la prière et par l'action. Par la prière et par l'action, vous êtes présente, je le répète, et c'est par la prière et par l'action que nous appelons toutes les deux, justement, tous ceux qui nous écoutent, à être également présents en cette affaire, sachant, il faut encore le répéter, qu'au travers de l'affaire Lambert, si on peut l'appeler comme cela, eh bien, c'est toute la population en France, et c'est même toute la population de toute l'humanité qui est aujourd'hui en danger, puisqu'il est question, au travers de ce cas exemplaire, de généraliser, en fait, plus que l'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est en fait une démarche volontaire d'individus qui souhaiteraient mourir, enfin une sorte de suicide assisté, alors que dans le cas de Vincent Lambert, contrairement à ce que disent les médias, nous n'avons absolument pas la preuve que celui-ci ait voulu, à un moment ou à un autre, de toute façon avant l'accident, mourir dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Oui, il n'y a- Et surtout, Véronique, évidemment, on peut changer d'avis, n'est-ce pas? oui, et puis surtout, il n'y a pas, dans le cadre de la loi Leonetti, puisqu'il se réclame de cette loi, de directive anticipée. Vincent n'en a pas laissé. Donc là, il y a comme presque un viol de ce protocole qui demandait des directives anticipées, c'est-à-dire une demande écrite d'une personne. Vous m'entendez, Farida? Très bien, je Ah vous voilà, entends c'est et ça. tout le monde vous entend. Et c'est la première fois, alors voilà, je voudrais dire que je suis très émue parce que c'est la première fois que j'assiste à un live. Je suis allée prier juste avant et à la messe, nous avons eu en première lecture le texte de Agar, la maman d'Ismaël, Agar l'égyptienne comme on l'appelle, qui dans le désert pleure et l'ange du Seigneur lui dit ton fils s'appellera Ismaël et ce qui veut dire Dieu entend. Donc que Dieu nous entende dans nos prières, dans cette lutte, dans ce combat. Voilà, je vais simplement dire ça. Puisque...
Alors, pour Donc, en remettre un peu les pendules à l'heure, il faut qu'on reprenne un peu la chronologie de ces derniers jours. Donc, nous savons que après la Cour d'appel de Paris, qui s'est exprimée donc le 20 mai dernier pour dire qu'il fallait arrêter la mise à mort de Vincent Lambert, je fais simple, eh bien, le gouvernement Macron, par la personne de Buzyn, Agnès et le ministre des Affaires étrangères, se sont pourvus en cassation pour remettre en cause la décision justement de la Cour d'appel de Paris. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour eux de dire nous allons remettre à mort Vincent Lambert. Il s'agit de fait d'y arriver, mais simplement en prenant le chemin de considérer, dans le cadre de leur décision, que la Cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour arrêter la mise à mort de Vincent Lambert. Je ferai simple parce que toutes ces méandres juridiques finalement ne sont là pour des simples profanes comme nous que pour nous égarer et nous rendre l'esprit confus. Je le dis simplement, il y a eu une cour d'appel, donc des juges ont pris la décision de sauver la vie de Vincent Lambert et le gouvernement s'est pourvu en cassation pour remettre en cause voilà. cette décision de permettre à Vincent Lambert d'être sauvé. Voilà où nous en sommes. Le Donc, 20 mai, effectivement, le 20 la mai, Cour à la fin d'appel. à la fin de la marche blanche. Alors, que s'est-il passé ensuite, Véronique Lévy? Bah, écoutez, ensuite, l'État, sous couvert du ministère de la Santé et des Affaires étrangères, a donc remis en cause ce jugement de la Cour d'appel qui pourtant ne faisait qu'obéir au comité du droit international de la personne handicapée du Haut Commissariat de l'ONU. Et donc, il y a eu une remise en cause, c'est-à-dire que l'État est intervenu. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'en 2013, Madame Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, avait appelé la femme de Vincent Lambert pour la soutenir et lui proposer de remettre en cause les deux jugements du tribunal alors de Châlons-en-Champagne qui avait demandé à ce que Vincent Lambert qu'on ne lui coupe pas l'hydratation et l'alimentation. Donc, on voit dans cette affaire, je n'aime pas dire le mot affaire parce qu'il s'agit d'un individu et d'une personne, mais on voit dans cette tragédie C'est le bon mot, oui. Que l'État, loin d'être neutre et loin de... M. Macron avait quand même dit, quand sa maman l'avait supplié juste avant les élections européennes de ne pas intervenir, eh bien, on voit bien que dans cette tragédie, l'État n'est pas neutre et qu'au contraire, il y a un véritable acharnement de l'État pour finalement mettre à mort, entre guillemets, de manière médicalement assistée, à M. Vincent Lambert. Alors, ce qui est terrifiant, et moi, ce qui m'étonne et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir que tous les médias aujourd'hui, les médias mainstream, mais pas seulement, parfois certains médias certains autres médias ne se rendent pas compte et colportent une désinformation, c'est-à-dire cette propagande qui nous dit que Vincent Lambert est en acharnement thérapeutique, branché à des machines, dans le coma, bref, je ne sais pas quoi, qu'il est un légume en état végétatif, tout ça est colporté par les médias, en tout cas la plupart des médias. Et c'est terrifiant, et certains chrétiens, certains musulmans, certaines personnes, peu importe, le croient et continuent à le croire. Alors, je le répète, parce que la désinformation, évidemment... Voilà, on est en plein 1984 de George Orwell, finalement, puisque cette désinformation est une arme redoutable qui permet finalement de laisser croire que Vincent Lambert serait en acharnement thérapeutique. On nous accuse même, nous, chrétiens catholiques, de nous attacher, de nous acharner à vouloir faire vivre Vincent et de craindre la mort. Or, il ne s'agit pas de ça. Vincent n'est pas en fin de vie. Vincent n'est pas en agonie. Ça fait 7 ans, 10 ans même, qu'il est 7 ans qu'il est dans ce couloir de la mort et non seulement il n'est pas mort, mais qu'il est très vivant, bien vivant, aucune pathologie, aucune souffrance physique. Son état est ce qu'on appelle un état possi-relationnel, c'est-à-dire pauvre en relation. Donc, on nous accuse, nous chrétiens, de nous acharner, d'être en contradiction parce qu'on n'aimerait pas la science et en même temps on fera appel à la science. Alors, premièrement, je tiens à dire que les chrétiens n'ont rien contre la science, loin de là. Je pense que tous les croyants en général aiment la science, mais une science orientée vers Dieu. Et si cette science est orientée, enfin en tout cas ne fait pas la négation de Dieu, si cette science est orientée vers une éthique qui met l'homme, comment dire,
qui respecte l'homme et qui respecte Dieu, alors c'est une science qui va vers la liberté, vers la vie, et pas une science qui devient une arme une arme eugéniste. Ce contre quoi on se bat aujourd'hui, chrétiens, vous, Farida, je pense que vous représentez une grande partie des musulmans, c'est l'eugénisme, cette politique eugéniste qui, ne l'oublions pas, est inféodée à la finance internationale et qui a été, d'une certaine manière, préparée de longue main depuis 1981 par des propos que j'ai cités, que je vais citer 2-3 excès de M. Attali dans un livre, interrogé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Salomon, je crois, Michel Salomon, qui lui pose des questions sur l'allongement de la durée de vie. Et à ce moment-là, M. Attali lui répond dans un ouvrage et ses propos ont été repris dans Libération. Donc, nous ne sommes pas des complotistes, tout ça est publié à ciel ouvert, si je puis dire. Et voilà, M. Attali dit par exemple, l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Dans une société, bon je passe, dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse. Ces techniques verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future. Imagine Jacques Attali en 1981. Il a dit également, dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. D'où je crois que dans la logique même de la société industrielle, l'objectif ne va plus être d'allonger l'espérance de vie, mais de faire en sorte qu'à l'intérieur même d'une durée de vie déterminée, l'homme vive le mieux possible, mais de telle sorte que les dépenses de santé seront les plus réduites possibles, en termes de coûts pour la collectivité, etc., etc. Enfin, on voit bien que, au-delà de Vincent Lambert, nous ne sommes pas des sentimentales au-delà de Vincent Lambert, c'est toute l'humanité, comme vous l'avez dit Farida. Ce sont tous les gens, les 1700 personnes en état post-relationnel, les personnes âgées, les bébés, comme le petit Alfie qui a été exécuté au Royaume-Uni, malgré le désir du pape et la proposition du pape de le recevoir dans un hôpital du Vatican. Ce sont tous ces enfants qu'on trie in utero, parce que voilà, il y a un chromosome défaillant ou pas. Donc ce tri sélectif qui se faisait et qui se fait depuis bien longtemps in utero commence à se faire ex utero aujourd'hui. Et nous levons aujourd'hui, Farida, moi et beaucoup d'autres. Et c'est un front de l'homme contre la société du déchet, contre les robots. Un front de la civilisation de l'amour et de Dieu contre celle qui voudrait instrumentaliser l'homme. Voilà. Et en faire un être sérialisé, labellisé, à l'image du chiffre de la bête. À cela, nous disons non. Vive Dieu, vive l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Alors le mot de robot est bien placé puisque nous sommes en face de ceux qui, dès le siècle des Lumières, dès les philosophes des Lumières, considéraient effectivement que l'homme n'était finalement, si on avait un peu d'imagination mortifère, qu'un automate. Ils avaient une passion pour les automates. Il y a un grand écrivain de l'époque, philosophe de surcroît, qui, tapant sur son chien régulièrement, le faisait hurler. Et quand on lui demandait dans l'environnement, mais que se passe-t-il, qu'est-ce qui crie, il répondait, ce n'est rien, c'est qu'un tuyau. Donc nous en sommes là maintenant. Vincent Lambert, ce n'est rien, ce n'est qu'un tuyau. Nous en sommes là. C'est-à-dire que nous ne sommes plus que considérés comme des automates dont finalement les unités peuvent être jetées à la décharge publique dès lors qu'en effet, ils n'ont plus la rentabilité que la société moderne attend d'eux. Donc, pour en revenir à cette cour de cassation qui s'est donc réunie il y a 2 jours, donc, nous sommes dans des délais extrêmement, il y a 3 jours même, nous sommes dans des délais extrêmement courts. Après la cour d'appel de Paris, c'est très vite que la cour de cassation a décidé de réunir une audience qui a été absolument spectaculaire. Quand on sait que la cassation met plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'ordinaire à se réunir, on voit bien que là, il y a un acharnement qui n'est pas thérapeutique, mais plutôt qui est juridique et politique. Et nous avons tout de suite après la cour de cassation qui s'est donc tenue il y a 3 jours, la décision
décision qui doit tomber demain à 17 heures. À cet égard, d'ailleurs, je dois rapporter un propos que je trouve particulièrement horrible du neveu de Vincent Lambert qui, comme son épouse, souhaite le voir mourir, puisque nous l'avons entendu dire à ma connaissance qu'il souhaiterait qu'à 17 heures, lorsque la décision sera officiellement connue, eh bien, que la sédation puisse reprendre à 17h01. Alors, je ne sais pas exactement de quoi est fait le cœur de cet homme, mais disons qu'on a tout lieu de s'inquiéter. Pendant que j'y suis, je voudrais quand même, puisque je vous disais que la décision de la Cour de cassation va intervenir très vite. Je pense que ce soir, Véronique, on peut demander à la Cour de cassation, si tant est qu'elle est crédible encore à nos yeux, en tout cas, on peut dire à ceux qui nous écoutent que la Cour de cassation pourrait proroger son délibéré qui est justement fixé à demain, vendredi. Proroger son délibéré, ça veut dire prolonger à une date ultérieure, puisque justement, nous avons une nouvelle. Véronique Lévy a donné à nos auditeurs que je vais vous laisser la primeur de donner vous-même, puisque il va se passer quelque chose lundi de très important. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est que ce lundi 1er juillet 2019, Madame Viviane Lambert est invitée à intervenir au Palais des Nations à Genève devant l'ensemble du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à l'occasion de sa 41e session ordinaire qui vient de s'ouvrir. Et elle y évoquera la situation de son fils et le refus du gouvernement français de respecter les mesures qui avaient été qu'avait demandé en fait le comité des droits des personnes handicapées du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, d'accord ? Donc une conférence sera suivie d'échanges et il y aura les deux avocats qui interviendront et le professeur Xavier Ducrot, neurologue et médecin, chef du CHU, je crois, de Nancy, il me semble. Voilà. Donc, qui témoignera que Vincent Lambert est effectivement dans un état post-relationnel, que c'est un handicapé, mais qu'il n'est pas en fin de vie, qu'il n'est pas dans des souffrances insupportables et qui témoignera qu'il s'agit d'un crime médicalement assisté. Et j'ose le dire, je ne fais que reprendre les mots de Madame Lambert, et c'est vrai, un crime d'État. Parce que c'est quand même un acharnement. Je veux dire, la Cour d'appel statue que l'alimentation et l'hydratation doivent reprendre le 20 mai, puisqu'elle avait été interrompue, à l'initiative de Dr Sanchez, qui désobéissait par là à l'injonction du droit international de la personne handicapée de l'ONU. La Cour d'appel, dans son jugement, demande à ce que l'alimentation et l'hydratation soient rétablies. Et voilà que quelques jours plus tard, la Cour de cassation, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le gouvernement français décident de se pourvoir en cassation, c'est-à-dire de contredire le jugement de la Cour d'appel. Et pire encore, il y a quelques jours, monsieur, je ne me souviens plus de son nom, c'est monsieur Molins, décide de casser le jugement de la Cour d'appel. C'est même plus seulement de remettre en cause, comme il était question, on parlait de ministère que je viens de citer, mais là c'est de casser, c'est-à-dire non seulement de remettre en cause, mais de contredire violemment en disant non, il n'y a pas eu de voie de fait, comme dit monsieur Molins, c'est-à-dire il n'y a pas eu de violation du droit. Voilà ce que dit monsieur Molins, parce que pour lui le droit n'est pas le même droit que celui de la Cour d'appel. Pour la Cour d'appel, le droit, c'est le droit inviolable à la vie, qui n'a pas été respecté dans le cas de M. Vincent Lambert. Voilà ce qu'ont jugé les juges de la Cour d'appel. Et M. Molins, lui, se base sur le droit constitutionnel. Vous voyez, vous me suivez, c'est compliqué, hein, c'est assez pervers comme histoire. Ça veut dire que M. Molins considère, et il l'a dit d'ailleurs, il y a 3 jours, il considère que le droit à la vie n'est pas un droit inviolable. Et vous savez ce qu'il a utilisé comme... N'est pas une valeur suprême, excusez-moi de vous interrompre Véronique, c'est au-delà de toute, conception, c'est au-delà de toute conception humaine et de toute conception civilisatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, la vie est clairement sans valeur à leurs yeux. C'est très grave parce qu'ils s'opposent frontalement à la loi de Dieu. Et là, j'ose dire que c'est la loi naturelle qui fait partie des 10 commandements, tu ne tueras point. Donc, il s'oppose à cette loi. Mais même pour les gens qui ne sont pas croyants, si vous voulez, il s'oppose carrément au droit, je dirais, à la Déclaration des droits de l'homme, pour qui, malgré tout,
il y a un respect quand même de la vie de la personne. Vous voyez, bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais il y a quand même, il y a certaines, comment dire, certaines clauses des droits de l'homme sont des vertus, entre guillemets, chrétiennes devenues folles, comme disait le grand penseur Chesterton. C'est-à-dire qu'il en reste quand même, il reste quand même ce respect de la vie et de la personne la plus fragile. Là, il y a un cynisme absolu. Monsieur Molins nous dit que finalement, la valeur de la vie n'est plus une valeur. Et vous savez, il justifie ça en expliquant que dans un État où l'avortement est pratiqué, eh bien, effectivement, la vie n'est plus une valeur. Mais ils se contredisent malgré tout. Parce que, qu'est-ce qu'ils nous montrent par là? Que la vie des petits et des fragiles et des sans-voix, comme disait le grand abbé Pierre, pour eux n'est pas une valeur. Donc, la voix des bébés dans le sein de leur mère, la voix des handicapés, la voix des enfants yéménites et palestiniens n'est pas une valeur pour eux. Mais en revanche, la voix des criminels de guerre, la vie des criminels de guerre est une valeur, puisque l'État français s'est battu pour sauver la vie de certains criminels qui devaient être jugés en Syrie. Que l'État français s'est battu contre la peine de mort. Il faudrait qu'il y ait une vraie unité. Là, ça ne va pas, il y a une contradiction. Donc, on est contre la peine de mort des meurtriers et on est pour éliminer la vie de ceux qui sont les plus fragiles parce qu'ils coûteraient cher à la société. Mais ça, on ne va pas le dire, bien sûr. On va parler de la dignité humaine. Parce que pour ces gens-là, un enfant qui a un chromosome défaillant n'aurait aucune dignité à vivre, et que pour ces gens-là, M. Lambert étant un handicapé en état post-relationnel, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais voyons, vous vous rendez compte, nous sommes en pleine politique eugéniste. C'est ni plus ni moins ce qu'ont fait les nazis avec le programme T4, le problème Action, où ils ont fait, parce qu'on parle toujours du génocide, mais on ne parle pas du programme Action, qui mettait à mort des enfants handicapés. Ils appelaient ça la mort bienheureuse. Alors voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Cet État, et on passe pour des fous quand on dit ça, mais pas si fou que ça, puisque la mère de Vincent Lambert a été invitée, je le dis bien. Elle n'a pas demandé, elle a été invitée par la Cour internationale, voilà, enfin ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il faut pouvoir le répéter de manière à ce que les gens se rendent bien compte de cet espoir qui surgit ce soir, enfin qui a été connu donc dans l'après-midi, à savoir que effectivement l'ONU vient d'inviter Pierre et Viviane Lambert, le père et la mère de Vincent, à se présenter donc lundi pour au Palais des Nations. Au Palais des Nations des États-Unis. Alors là, ça va poser un problème. Du Royaume-Uni à Genève. Pardon, du Royaume-Uni à Genève. Non, pas du Royaume-Uni, des Nations Unies à Genève. Alors là, ça va poser sans doute un petit problème à beaucoup de gens qui vont nous dire « Ah oui, mais là, encore une fois, c'est passer au-dessus de la souveraineté de l'État français et c'est une initiative finalement qui va contribuer une fois de plus à démanteler la souveraineté de la France. » Que répondez-vous à cela, Véronique ? Alors, je comprends bien l'inquiétude de ces personnes et moi-même, je me suis posé la question à un moment donné concernant les gilets jaunes où certains gilets jaunes avaient été victimes. Vous m'entendez, Farida? Oui, je vous entends très bien, tout le monde vous entend. Très bien. Pardon, c'est la première fois que je viens live. Voilà, il y avait eu, comment dire, des plaintes auprès de l'ONU parce que certains gilets jaunes avaient été absolument éborgnés, enfin on connaît tous, c'est absolument terrible. Et certains s'étaient tournés vers l'ONU. Moi-même, j'avais été très inquiète de voir l'ONU rentrer dans la danse en me disant, voilà, la souveraineté de la France et tout. Donc, je comprends cette inquiétude. Mais dans le cas là qui nous occupe, et d'ailleurs même pour les Gilets jaunes, mais en tout cas dans le cas qui nous occupe, nous sommes sur le point de basculer. De basculer dans une civilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'homme et de quelque chose d'encore humain, vers une civilisation absolument de la barbarie institutionnalisée, en gants blancs, comme disait le pape François, comme disent certains évêques, et une civilisation où le plus petit, le plus faible ne seront plus protégés, et où ce sera la loi du marché qui fera la loi, et non plus la loi de Dieu, la loi du marché, la loi, c'est terrible. Le pauvre Saint-Louis doit se retourner dans cette tombe. Alors, alors voilà, aujourd'hui, je crois que faire appel à ce droit international n'est pas violer la souveraineté de la France, parce que la France
elle est violée actuellement. Le droit de la France est violé déjà aujourd'hui par ces personnes qui voudraient y instaurer une culture de mort, une culture mortifère qui va contre l'essence profonde de la France, qui va contre son cœur profond, qui est un cœur de croyant, le cœur qui appartient à Dieu, le cœur de Sainte Jeanne, le cœur de Saint Jean l'Évangéliste, un cœur catholique et un cœur de croyants en fait, un cœur qui, même au-delà de ça, le cœur des droits de l'homme, de gens qui respectent le plus petit, voilà, le plus fragile. Donc il y a déjà ce viol, il a déjà eu lieu. Alors se tourner vers l'ONU, je dirais que c'est l'ONU qui a invité d'abord les parents de Vincent Lambert, et puis c'est un comité de l'ONU qui est le comité du droit international de la personne handicapée, qui est un comité spécifique dans l'ONU, et qu'on ne peut pas accuser de mondialisme ou de choses comme ça, pas du tout. Et puis surtout, je crois que Dieu, souvent, fait droit avec des lignes courbes, et que parfois, c'est une phrase qui est dans la Bible, je crois, et que parfois, il peut retourner des situations. Aujourd'hui, je pense que c'est important de montrer que la France a violé par là une convention qu'elle avait signée pour le droit de la personne handicapée. En 2004, mais au-delà, après, je ne me souviens plus de la date, auprès de l'ONU, justement. Et ça, c'est important. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que la France ne bascule pas, bien sûr en respectant, que la France ne bascule pas dans cette culture de mort et dans la civilisation de l'Antéchrist, il faut le dire. Voilà. Et il est vrai que les voies de Dieu sont impénétrables, donc il faut faire feu de tout bois. Voilà. À partir du moment où une porte s'ouvre pour la vie, je crois qu'il faut l'emprunter effectivement sans être pour autant dupe. Mais là, aujourd'hui, nous avons conscience d'une chose, c'est que la situation de Vincent est une situation qui va se généraliser si celle-ci produit demain une jurisprudence qui concernera alors tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi-même, je partage entièrement votre avis, Véronique Lévy, c'est-à-dire que je pense, même si on peut avoir quelques inquiétudes quant aux considérations dont nous avons pris connaissance sur la question de la souveraineté de l'État français, de toute façon, cette affaire de souveraineté française est bien entamée depuis très longtemps. Alors nous ne souhaitons pas, en ayant cette position aggravée, justement la destruction de la souveraineté de l'État. Mais aujourd'hui, il y a une question qui est, je dirais, supérieure à l'État. C'est effectivement la défense du plus petit, la défense de l'handicapé, la défense des anciens, la défense des malades, dont on pourra considérer à partir de cette jurisprudence qu'on aura le droit, en tout bien tout honneur, de mettre fin à leur vie. Donc si aujourd'hui une tribune à l'ONU permet à Pierre et Viviane Lambert de défendre leur enfant et par conséquent de défendre les 1700 personnes qui sont dans le même état de possi relationnel ou de cérébro-lésés que leur fils, et au-delà tous ceux qui sont maintenant dans la cible, c'est-à-dire les plus faibles, de donner voix à tous ces gens, à ces milliers de personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de la parole de Viviane et de Pierre Lambert à l'ONU, eh bien je dis qu'il faut le comprendre et soutenir les parents de Vincent Lambert dans cette initiative, comme dans toutes celles qu'ils ont prises. Nous avons à exprimer à chaque fois qu'il est possible et par tous les moyens nécessaires notre soutien inconditionnel à Pierre et à Viviane Lambert ainsi qu'à David Philippon, le frère qui veut défendre la vie de Vincent. Donc puisque vous venez de nous apprendre cette invitation de l'ONU qui a été délivrée donc à la famille Lambert, Pierre et je l'ai appris sur leur page, voilà. Vous l'avez appris sur la page « Je soutiens Vincent ». Absolument. Voilà. Donc, puisque nous savons maintenant que cette invitation de l'ONU va les conduire lundi 1er juillet, donc 2 jours après le délibéré de la Cour de cassation, nous sommes en droit, si on peut s'exprimer ainsi, parce que nous avons des droits, nous avons la possibilité encore de nous exprimer, de demander justement à la Cour de cassation de proroger son délibéré qui est donc fixé demain, vendredi à 17h. Proroger, je le disais tout à l'heure, ça veut dire prolonger
prolonger quoi? Eh bien, prolonger à une date ultérieure la décision, puisque justement, ils doivent, à mon avis, à notre avis, tenir compte de la réunion de l'ONU qui est fixée donc ce lundi. Et puis, de toute façon, le délai de 3 jours pour statuer était totalement inédit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, eu égard à la complexité et à l'enjeu qui est la vie ou la mort d'un handicapé, je pense en effet que nous pouvons partout, d'ici demain 17 heures, dire à la Cour de cassation que nous lui demandons de proroger son délibéré, c'est-à-dire de le prolonger à une date ultérieure, afin de laisser Pierre et Viviane Lambert se rendre à l'ONU avec Jérôme Triomphe, leur avocat, ainsi que Maître Payot, pour aller donc être entendus par l'ONU et d'attendre le résultat de cette audition de l'ONU. Oui. Véronique Lévy. Oui, pour la 41e session, c'est quand même pas rien. Mais surtout, on parle de Vincent Lambert, mais on le répète, demain, vous savez, on pourra dire d'une personne qu'elle n'est pas tout à fait normale. C'est-à-dire que les dérives peuvent aller très loin et très vite. Voilà. Donc, nous nous battons aujourd'hui pour la liberté aussi. Et on parlait de la souveraineté de la France. Je crois que si cela peut rendre la France à sa vocation, qui est universelle et pas cosmopolite, c'est pas pareil. L'universalité, ce sont des valeurs communes, c'est-à-dire alors que le cosmopolitisme, c'est tout à fait autre chose, c'est le mondialisme. Et donc, si on peut rendre la France à elle-même, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'elle est, c'est un mot peut-être fort, envahie, mais voilà, colonisée par la République, par une République qui est malgré tout proche de la République jacobine, en tout cas qui aujourd'hui utilise ces armes de propagande où on nous désinforme. Non, ça n'est plus possible. Il faut que la France soit rendue à ce qu'elle est. Et à ce qu'elle est, c'est-à-dire sa grandeur qui est de défendre justement la dignité des sans-voix, comme disait l'abbé Pierre, je le répète. C'est très, très important. Et je rends grâce à Dieu, Farida, parce que vous parliez de ces voix, les voix du Seigneur qui étaient impénétrables. Effectivement, je rends grâce à Dieu de vous avoir croisé devant le CHU à Reims. Nous étions moi également, Véronique. Je rends grâce à Dieu de vous avoir rencontré. La maman de Vincent nous avait tous appelé à venir la rejoindre devant le CHU. C'est là que j'ai croisé Farida. Et c'est très beau parce que ceux qui murmurent en disant là, pas se mélanger, chrétiens, musulmans, je ne sais quoi. Bien sûr que non, c'est au-delà de ça. On est deux femmes qui nous battons et puis je crois quand même que nous respectons tous les deux, musulmans, chrétiens, la loi naturelle, c'est-à-dire les 10 commandements et voilà, et cette inscription dans le cœur de l'homme du visage de Dieu. Voilà, à son image. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pas à l'image de la bête. C'est tout. C'est important, ça. Et que veulent-ils, ces gens-là? Que nous nous retrouvions dans une face contre face, dans une guerre civile? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non. Moi, je pense qu'il faut au contraire leur montrer que nous vous offrons pour défendre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. C'est important, parce que les deux sont liés. Aujourd'hui, les évangiles, c'était « Vous me dites Seigneur, Seigneur », mais occupez-vous justement à ne pas faire le mal. Donc moi j'appelle aussi les chrétiens à s'engager aussi, parce que je crois que la nouvelle évangélisation aujourd'hui, ça n'est pas une histoire de communication, c'est une histoire de communion et de combat pour que le plus petit d'entre les petits soit soutenu et soit protégé. C'est l'engagement pour le plus faible. C'est ça la nouvelle évangélisation. Et c'est se donner sans compter. Et moi, je le dis, je rends hommage à Farida aujourd'hui parce que c'est ce qu'elle fait. Voilà. Merci Véronique. Farida n'est pas baptisée, mais en tout cas, c'est ce qu'elle fait. Elle se bat. Voilà. Et je crois en Dieu. Et je crois effectivement que notre rôle sur Terre est de défendre la création de Dieu. Je crois que la création de Dieu est absolument parfaite. Et je crois que ceux qui veulent la remanier selon leurs critères mercantiles se prennent pour Dieu et qu'à ce titre, ils doivent être abattus. Je voudrais justement, pour parler d'abattre les mauvais projets... Alors, abattu, pardon Farida, je vous coupe, parce que abattu au sens symbolique, pour moi. Bien sûr, non, mais abattu voilà. que leur projet soit abattu.
évidemment. Absolument, C'est ce absolument. que je voulais dire, oui, 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 évidemment. bien sûr. Vous avez bien fait de me reprendre. Il y a Parce qu'on toujours pourrait... des gens, vous savez, Voilà, il y a qui toujours vont... des gens pour mal interpréter, donc que leur Oui, projet soit abattu, évidemment. Et absolument. donc, en termes justement d'abattre un projet, eh bien, c'est celui de l'eugénisme. Je crois qu'il serait bon qu'on passe 2 minutes pour l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'eugénisme? C'est un tri sélectif, c'est-à-dire que nous allons finalement, je vais le dire de manière simple, avoir des institutions, ou une institution, ou un État plutôt, qui va décider de mettre à droite ceux qui, selon ses critères, doivent vivre, et de mettre à gauche ceux qui, toujours selon ses critères, doivent mourir. Et évidemment, ces critères n'ont rien à voir avec la loi naturelle, la loi divine, puisque Dieu n'autorise aucun homme, bien évidemment, à avoir le droit de vie ou de mort sur quiconque, puisqu'il est celui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend également. Donc aujourd'hui, je sais que beaucoup d'athées ou même certains agnostiques ricanent un petit peu sur notre façon de dire et de voir les choses. Mais je voudrais tout de même les mettre en face de la réalité qui est sous nos yeux aujourd'hui, puisque finalement, nous constatons quoi? Nous constatons que ceux qui ont une religion, ou au moins ceux qui croient en Dieu, respectent la vie et ne veulent pas en finir selon des critères mercantiles ou utilitaristes. Et que ceux qui ne croient pas en Dieu, ou en tout cas n'ont pas de religion, eh bien finalement considèrent que pourquoi pas faire de l'homme un automate dont on pourrait se débarrasser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le problème de l'athéisme est celui-là, c'est que finalement, dans ces projets mortifères, dans cette culture de mort, comme on le dit chez les chrétiens, eh bien, finalement, lorsqu'on est athée, et dans l'oligarchie, c'est comme ça que l'on considère les choses, eh bien, c'est un espace sans limite, c'est un océan sans rivage. Parce qu'en vérité, la limite, c'est nous. C'est nous, c'est notre cœur à nous, c'est notre amour à nous pour l'humanité, pour la création de Dieu, c'est notre engagement, c'est notre foi, et notre foi ne peut réellement pas être sincère si celle-ci n'est pas suivie d'actes concrets dans le réel que nous vivons au quotidien. Pas de limite, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est Vincent Lambert. Il faut d'ailleurs préciser que Vincent Lambert n'est pas le premier cas qui se retrouve dans cette situation. C'est le cas qui est le plus médiatisé depuis 10 ans. Mais combien de vieilles personnes ont été éliminées ces dernières années, sans qu'on ne l'ait jamais su, par exemple, pour ne donner que le cas des vieilles personnes. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans la situation de nous dire que si nous, qui avons un cœur, si nous, qui avons la foi, si nous ne mettons pas des actes pour exprimer la volonté de notre cœur et notre foi, eh bien, il n'y aura pas de limite. C'est que derrière Vincent Lambert, il y aura 1700 personnes dans le même état, je le répète, qui y passeront, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, et puis ça va se généraliser à des enfants trisomiques, à des vieilles personnes, à des diagnostics dont on dira que, bien oui, ils ont atteint une fin de vie à 70 ans, sans qu'aucune preuve, évidemment, médicale vienne à ce moment-là, comment dirais-je, faire la preuve de la fin de vie en question. Donc nous sommes dans un dérapage intégral que manifeste la situation de Vincent. Car dans la situation de Vincent, comme vous l'a dit tout à l'heure Véronique Lévy, il n'est pas en fin de vie, il n'est pas dans le coma, il n'est pas, je l'ai entendu récemment, rattaché à des machines pour respirer. Vincent Lambert n'est simplement que soumis à une hydratation et à une alimentation artificielle, et encore pas tout le temps. Et sachez, je le répète aussi parce que je l'ai dit hier avec Magali le Pape, que cette alimentation et cette hydratation peut parfaitement, par exemple, avoir lieu à la maison. Mais on interdit aux parents de Vincent Lambert de récupérer leur fils. Il faut le savoir, comme on leur interdit de le transférer dans un établissement où... Oui, dans un établissement qui pourrait justement le prendre en charge, parce qu'il y a actuellement 7 établissements, le chiffre 7 établissements qui se proposent de prendre en charge Vincent Lambert et qui sont spécialisés dans les états post-relationnels. Véronique Lévy. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'entends des commentaires, que ce soit dans des bars ou dans des cafés ou sur Internet. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne le prend pas chez elle en parlant de la mère? Mais la maman demande à le prendre chez elle. Parce qu'effectivement, l'alimentation par sonde peut se faire à la maison. Et en plus, il est nourri parfois à la petite cuillère. Mais il
il y a une brigade antiterroriste dans l'hôpital. Comprenez bien, c'est incroyable. Quand j'ai dit ça à une amie, elle a cru que je délirais et que on était des fous. Je lui ai dit non, il y avait des CRS devant l'hôpital, mais il y a une brigade antiterroriste. La chambre est équipée d'une caméra. Il y a une serrure qui enregistre les entrées et les sorties. Vincent est en milieu carcéral depuis 7 ans. Pour quelle raison? Il est sous la... Enfin, ils veulent l'utiliser, si vous voulez, ils utilisent Vincent comme une bannière qui va permettre de légiférer. C'est même pas l'euthanasie, c'est comme vous le disiez, Farida, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le tri sélectif, l'eugénisme. L'euthanasie, bon, on peut être... c'est un suicide médicalement assisté et nous sommes... voilà, bon, personnellement, je suis contre, mais... Enfin, en tout cas, là, c'est autre chose. Même la loi Leonetti, j'ai dit tout à l'heure, demande des directives à anticiper. La femme de Vincent Lambert dit que Vincent, qui était infirmier, n'aurait pas voulu être dans cet état-là. Mais il était infirmier, il était tout à fait au fait de ces directives anticipées, et il aurait dû les signer normalement. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire quelque chose. Bon, et puis de toute façon, le problème est qu'ensuite, c'est une façon de légiférer et de décider, parce que ce tri, il faut savoir qu'il a déjà lieu, ce tri sélectif, ce tri eugéniste, depuis bien longtemps, depuis la politique du planning familial, instituée par Madame Sanger, qui aurait d'ailleurs rencontré, je crois, Monsieur Hitler. Mais cette politique du planning familial, il faut savoir qu'elle a débouché sur des monstruosités comme ce scandale qui a explosé dans la presse en 2015, des cliniques du planning familial aux États-Unis. Là-bas, l'avortement, il n'y a pas de limite, on peut avorter jusqu'à 9 mois, et les embryons étaient à la naissance découpés, et les spécimens, c'est-à-dire un nerf, un bras, bref, étaient vendus à des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires de recherche génique, de thérapie génique, pour faire des recherches sur le clonage. Et tout ça, le Téléthon, c'est pareil. Les dons que vous faites au Téléthon sont récupérés pour les thérapies géniques, c'est-à-dire des expériences sur des embryons surnuméraires quand une femme, dans le cadre de la PMA. Donc, ça veut dire qu'il y a depuis très longtemps, depuis bien longtemps, un tri qui se fait avant la naissance, où par exemple un enfant porteur du chromosome 21, je crois qu'il est le chromosome de la trisomie, eh bien on va faire tout ce qui est possible pour que la femme avorte. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle dans le cadre de la PMA, ces embryons qui sont congelés, mis de côté et sur lesquels on fait des recherches. Voilà, donc tout ça n'est plus possible. Tout ça est lié en fait. Le tri sélectif in utero débouche aujourd'hui sur le tri ex utero, c'est-à-dire de personnes déjà nées, adultes, que ce soit en début de vie, en milieu de vie ou en fin de vie, peu importe, et ça n'a pas de limite. Vous l'avez dit, ça pourrait ne pas en avoir pour l'instant. On va nous dire que c'est des gens vraiment dans des étapes aussi relationnelles, etc. Et puis un jour, eh bien ce sera, vous savez, l'état irrémissible, parce que par exemple la loi Leonetti, depuis la loi Claise, permet l'arrêt des soins sur des personnes jugées dans des états qui sont irrémissibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas évoluer. Mais il faut savoir que, par exemple, une personne en insuffisance rénale ou diabétique, d'une certaine manière, c'est des états qui sont irrémissibles. Certaines psychoses aussi, comme la schizophrénie ou autres, sont jugées irrémissibles. Vous voyez, ça peut aller très loin un jour. Alors, je ne dis pas qu'on en est encore là, mais ça veut dire que ça peut être une porte ouverte. Je pense que quand même, Véronique, on avance à grands pas vers ce genre de choses, puisque quand on écoute les mainstream, et y compris des représentants du gouvernement actuel, on constate une chose, c'est qu'ils ne veulent pas dire publiquement que Vincent Lambert est handicapé. On nous dit qu'il est mourant. Et pourquoi on ne veut pas nous dire qu'il est handicapé ? Parce que finalement, la population en France aujourd'hui, je dirais même la population mondiale au-delà de nos frontières, n'accepterait pas qu'on tue des handicapés. Donc on est en train de manipuler le langage également. Lorsqu'on vous dit qu'il est dans un état aussi relationnel où il est cérébralisé, dont nous reprenons nous-mêmes les termes, parce que finalement c'est pour nous faire comprendre également, pour que les gens aient des repères par rapport à ce qui se raconte dans les médias mainstream, c'est aussi encore pour noyer le poisson. En vérité, la chose est très simple.
Vincent Lambert a eu un accident de voiture. Tout le monde peut avoir un accident de voiture. Vincent Lambert est sorti de cet accident de voiture en étant dans un état tétraplégique. Tout le monde peut être aujourd'hui victime d'un accident de voiture et de finir tétraplégique. Tétraplégique, ça veut dire handicapé. Et lorsqu'on dit handicapé, on trouvera pas grand monde pour dire, ah ben oui, tuez-le, l'handicapé. Donc on vient nous dire, il y en a quand même, il y a des gens qui rêvent de société sans handicapés. On peut l'entendre ici et là parfois. Mais enfin, ces personnes sont très rares et ne représentent aucune humanité profonde, je veux dire, aucune humanité pieuse, bien évidemment. Mais ça, c'est quand même une position qui est extrêmement rare. Donc, il faut dire aujourd'hui, en termes clairs, Vincent Lambert est un handicapé et le pouvoir actuel s'est pourvu en cassation pour tuer un handicapé. Ah mais oui, et dès lors, excusez-moi Véronique, et dès lors, on peut craindre effectivement qu'on entre par cette porte du crime d'État sur la personne de Vincent Lambert vers une autorisation que se donne actuellement l'État pour achever tout ce qui leur permettra, qu'ils percevront comme étant digne de la mort. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans la dignité de la mort, si on peut donner ce terme oxymorique, et non plus dans la dignité de la vie. On n'a plus, parce que c'est ce que nous proposent les associations pro-euthanasie, on nous propose de mourir dans la dignité. Les lobbyistes de la mort, les lobbyistes de la mort. Hein. Voilà, donc il y aurait une dignité à mourir dans un hôpital en étant sédaté, à mourir de faim et de soif, comme c'est par exemple le cas de Vincent Lambert. Je voudrais qu'on en revienne à la décision de demain, qui se fera connaître donc à partir de 17h. Et je voudrais faire sentir là pendant quelques secondes ce que tout le monde peut ressentir aujourd'hui en France, c'est la température dans laquelle nous nous trouvons. Donc, selon les régions de France, on est entre 30 et 40 degrés. Sachez que demain, si la décision est prise de remettre à mort Vincent Lambert, et si l'on obtempère au desiderata du neveu, médiatisé, prochainement avocat pro-euthanasie, et qu'à 17h01, on remet la sédation en cours, avec effectivement parallèlement la décision de le faire mourir de faim et de soif. À partir de demain 17h01, si tel était le cas, si Dieu n'intervenait pas de la façon dont on espère actuellement, mais les desseins de Dieu sont impénétrables, donc je ne vais pas anticiper sur sa volonté ni sur sa façon de nous éprouver, car il y a une épreuve de Dieu dans cette histoire pour nous tous. Eh bien, à partir de 17h01, Vincent Lambert, dans cette chaleur, ne boira plus. Et je voudrais bien que quelqu'un, ceux qui nous écoutent ce soir en particulier ou qui nous écouteront sur le replay, commencent à ne plus boire en même temps que Vincent Lambert à partir de demain 17h01. Et vous verrez que c'est intolérable. Et la sédation qu'on nous présente comme le produit miracle pour l'empêcher de souffrir est probablement une sédation de l'imposture. C'est nous qui sommes sédatés, c'est pas Vincent Lambert. C'est nous aujourd'hui qui acceptons les procédures gouvernementales actuelles qui sommes sédatés, vous comprenez? Donc il nous paraît extrêmement important demain, ce soir déjà, de reprendre les prières comme nous avons commencé à le faire dans la Convergence Vitale de samedi 22 juin. Il faut continuer de prier pour Vincent, parce que prier pour Vincent, c'est prier pour nous tous, c'est prier pour la France entière. Et n'oubliez pas que ce qui va être décidé légalement en France va s'étendre à d'autres pays du monde, et je pense notamment à l'ancien empire colonial, à toute l'Afrique. Il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui que si aujourd'hui la jurisprudence qui veut faire mourir Vincent Lambert sera appliquée non seulement en France, mais aussi à toute l'Afrique. C'est pour ça que j'appelle les musulmans. Moi, je ne représente pas les musulmans, je représente la convergence des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des juifs. Il y avait des juifs lors de la Convergence Vitale pour dire que effectivement tout cela est au-dessus de toutes les particularités, même si par ailleurs nous y sommes attachés. Mais il y a, je dirais, une intersection que nous pouvons tous vivre, que nous pouvons tous défendre, c'est la loi naturelle. Et en défendant la loi naturelle, non seulement nous allons défendre, comment dirais-je, Vincent Lambert, mais nous allons défendre nos enfants. Nos enfants qui, aujourd'hui, sont en train de naître, de grandir ou d'être des adolescents dans une société qui a décidé de tuer les handicapés à l'hôpital. Tout à fait. Oui.
Allô? Alors, je dirais une dernière chose encore concernant les directives anticipées, parce que vous venez d'en parler, Véronique, et je crois effectivement important de faire un petit point sur cette question. Il paraît qu'aujourd'hui, les directives anticipées sur formulaire officiel de l'État ont fait un bond énorme, puisque évidemment, avec cette histoire du pauvre Vincent, les gens prennent peur. Alors moi, le conseil que je veux donner à ceux qui nous écoutent ce soir et qui nous écouteront ultérieurement, c'est de ne pas faire de directives anticipées sur le formulaire de l'État, parce que vous ne devez pas confier ce qu'on appelle maintenant la fin de vie, autrement dit votre mort, à l'État. Vous devez, si vous le souhaitez, faire des directives anticipées sur papier libre et les confier à une personne que vous aurez choisie dans votre environnement, proche ou moins proche, amical, etc. Mais surtout pas de confier vos directives à l'État, car vous ne savez pas comment aujourd'hui cet État risque d'utiliser ces directives, et d'abord les respecteront-ils? Si par exemple vous dites que, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vous demandez à vivre, qui peut garantir que cette volonté finalement sera respectée? Il faut confier votre vie, votre maladie et votre mort à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution, et il faut que justement cette histoire de Vincent nous ouvre les yeux sur le ciel. Parce que c'est dans cette direction-là, et nulle part ailleurs, que les solutions se trouvent. Tout à fait. Il est 23h01. Nous devons, Roman et moi, prendre la route immédiatement pour Paris. Demain à 17h30, je vous invite sur ma chaîne également de nouveau pour un nouveau live afin de vous informer sur la décision qui aura été prise, et nous vous transmettrons notre point de vue justement par rapport à la décision qui aura été prise par la Cour de cassation. Donc rendez-vous demain sur la chaîne YouTube et le Facebook de Farida Belgoul à 17h30. Merci Véronique Lévy d'avoir été présente à mes côtés une fois de plus ce soir. Je sais que vous êtes vraiment engagée dans votre confiance en Dieu le plus loin possible, et j'appelle tous ceux qui vous écoutent ce soir à en faire autant, les musulmans également. Demain pour les musulmans c'est Yom Juma, c'est-à-dire le jour de la prière équivalent à la messe pour les chrétiens le dimanche. J'aimerais rajouter une Je vous chose. donnerai la parole pour conclure. Oui. Je demande aux musulmans demain dans les mosquées de Yom Juma, même dans les mosquées y compris, de prier pour Vincent Lambert et pour empêcher justement cette politique de l'euthanasie et de l'eugénisme. J'appelle les chrétiens aussi dimanche à prier pour Vincent Lambert et pour empêcher la légalisation de l'euthanasie en France. Véronique Lévy, merci d'avoir été là, et je vous laisse le dernier mot. Non, je voulais simplement rajouter que demain, à partir de demain, mais je crois qu'on en parlera peut-être dans un live, je ne sais plus, il y aura un appel, ce qu'on appelle l'opération Jéricho, c'est-à-dire très important, oui, un rosaire, une troupe de gens qui sont sur place à Reims et qui pourraient faire le tour de l'hôpital, le tour du CHU de Reims, en débutant de la cathédrale de Reims ou en y finissant, et de faire ce tour de l'hôpital, alors en priant le rosaire pour nous chrétiens. Pour les musulmans, ils peuvent, voilà. Mais en tout cas, là, je m'adresse. Les musulmans ont aussi la pratique du chapelet, donc ils pourront participer à cette opération. Et je vous propose que en tout cas, c'est cette, voilà. Je pense que c'est mieux. Mais voilà, tout à fait. Je voulais quand même dire une chose que vous avez qui est très belle. Vous avez dit que cette sédation, que c'est nous qui étions sédatés par cette désinformation et ce mensonge perpétuel qui dure depuis si longtemps, et qui fait qu'aujourd'hui encore des gens croient que Vincent est en acharnement sous assistance respiratoire ou autre. C'est absolument terrible. Et donc moi je conclurai par cette simple phrase qui est chez le prophète Ézéchiel et qui est à l'origine de ma conversion, puisque c'est le Seigneur lui-même, le Christ, qui me lisait dans un songe: que ton cœur de pierre, que vos cœurs de pierre, à tous ceux qui font le mal, à tous ceux qui sont dans cette culture de mort, je leur dis que vos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Voilà. Merci pour ce dernier mot, Véronique Lévy. Merci à tous ceux qui sont présents dans le chat. Partagez cette vidéo, je ne le demande jamais d'habitude, mais là, évidemment, c'est une affaire si importante, si cruciale pour nous tous, qu'il faut absolument
que nos lives puissent traverser tous les paysages français afin d'atteindre les cœurs de tous les Français. Et comme vous le savez, nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre. Donc, chacun ce soir a la responsabilité d'informer autour de lui pour que la vérité soit connue. Rendez-vous demain à 17h30 en direct sur ma chaîne. Nous verrons aussi probablement s'il est possible de faire une multidiffusion. On en reparlera sur la route qui va nous conduire à Paris, puisque Roman et moi, immédiatement, sautons dans notre voiture pour nous rendre à Paris afin d'être sur place au moment où la décision de la Cour de cassation va être connue. Je vous souhaite tous une bonne nuit, une nuit de concentration et de prière pour Vincent Lambert. Bonne nuit à tous. Bonne nuit Véronique. Bonne nuit.